Bonjour. Nous en étions venus à la fin du premier cours, la semaine dernière, à la présentation de la première implantation sédentaire occidentale en Chine qui soit bien documentée par ses propres écrits. Il ne s'agit pas encore à proprement parler des Sogdiens, bien que nous allons le voir, les Sogdiens soient quand même dans la coulisse et associés à ces populations. C'est donc ce qu'on appelle le royaume de Croraina, c'est comme ça qu'il s'intitule eux-mêmes, Shanshan, c'est comme ça que les appellent les Chinois, donc qui occupe la partie sud-est du désert du Taklamakan, qui à l'époque était beaucoup moins désertique qu'aujourd'hui, dans l'actuelle République autonome du Xinjiang. Alors, oui, on m'a signalé à l'issue de mon cours précédent que certains noms, notamment chinois, sont difficiles à prendre en note, et même sur le podcast. Donc, j'ai essayé au maximum de les indiquer en clair. Alors, pour situer sur la carte, donc, le royaume de Croraina, j'aurais pu rajouter parmi les noms Nia, qui est le site dans le désert où on a trouvé l'essentiel des documents écrits, Lulan, qui était la garnison chinoise, disons, sous le contrôle théorique de laquelle se trouvait ce royaume, Dunhuang, première ville chinoise véritablement importante, juste à la sortie de la Grande Muraille, et c'est quelque chose sur lequel on va être amené à revenir. Et donc, les principales oasis de la route sud, Khotan, qui est déjà un royaume indépendant, et au-delà, le Gandhara, où se replie l'Empire couchant et d'où viennent une partie des populations qui peuplent ce royaume de Shanshan. Donc, ce royaume est attesté par les documents qu'on a trouvés sont datés d'entre environ 240 et 360. Bon, en gros, on pense que le royaume a existé entre le IIIe siècle et le cours du Ve siècle. Il disparaît à ce moment-là. Et vous voyez tout de suite que ces documents écrits, on en a trouvé à peu près 1 millier, sont en écriture indienne, dite Kharoshti, l'écriture du Gandhara, de l'Inde du Nord-Ouest, et note une langue qui est un sanskrit, une sorte de sanskrit local qu'on appelle le sanskrit de Croraina, faute de mieux, et qui est en fait une langue artificielle. Il y a probablement un substrat linguistique local, peut-être tibétain. Ces documents obéissent parfaitement aux règles des scribes de l'Inde à cette époque, c'est-à-dire que ce sont des tablettes de bois qui s'emboîtent, comme on voit ici, une tablette non ouverte avec l'adresse, le sceau qui passe au milieu, donc ça a donné une sécurité maximale, et le texte lui-même écrit ici. Certains documents sont sur papier, mais la plupart sont sous cette forme. Alors, quand ces documents ont été trouvés par Stein, puis publiés, c'était tellement indien qu'on s'est dit, ça veut dire que l'Empire couchant s'était étendu jusque-là. Voilà, c'était le reste d'une administration mise en place par les couchants. Alors, aujourd'hui, on y croit beaucoup moins. On pense, parce qu'on constate que les noms des chefs sont des noms locaux, on pense plutôt à des paysans et des scribes qui auraient immigré dans cette zone, pourtant a priori pas très hospitalière, dans le courant du IIIe siècle, moment où l'Empire couchant était en train de s'effondrer. Il y a dû y avoir des troubles. Alors, à l'arrivée, ces gens-là ont trouvé des conditions certainement plus rudes que dans leur pays d'origine, mais les rois locaux, on le sait par ces documents eux-mêmes,
ont fait des efforts pour bien les accueillir en leur offrant des terres, des maisons et des semences. D'une manière générale, le IIIe siècle, qui commence à être en Chine une période de trouble, est dans la province voisine du Gansu une période plutôt stable, bien, avec une bonne administration et une bonne prospérité agricole. Alors, les communautés telles qu'on peut... la vie de ces communautés telle qu'elle ressort de ces documents est une vie beaucoup plus agricole que commerciale. Alors, bon, on dira, on est en plein sur la route de la soie, surtout la branche sud qui reste à cette époque prédominante, puisque c'est la branche décrite par le géographe Ptolémée, mais on voit surtout des gens qui sont des fermiers, qui font du troc entre eux. Alors, il y a des échanges, certains documents témoignent d'échanges d'ambassadeurs avec les royaumes voisins, mais on a vraiment peu d'indices quant à un commerce professionnel. Ce sont des petites gens qui font des petites affaires. Alors, la circulation monétaire locale tend à montrer qu'il y a des échanges avec le royaume de Khotan, avec le Gandhara, le Pendjab, donc actuel, d'où viennent probablement une partie de ces populations. Mais encore une fois, l'Empire couchant à ce moment-là est vraiment sur la fin, puisqu'il se ratatine de plus en plus et se rétrécit sur ces zones. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on avait dit au départ dans un grand mouvement d'enthousiasme, ces documents ne manifestent pas d'échange avec l'Empire romain. Alors, à l'époque où Orelstein a trouvé ces documents et ces peintures, on s'est beaucoup enthousiasmé parce que dans un site qui est ici, qui est Miran, se trouvent des peintures bouddhiques d'une très très grande qualité, extrêmement proches de ce qu'on trouvait au Gandhara, et on a dit qu'elles étaient d'un style très romain oriental, et on s'est emballé sur la signature d'un des peintres qui s'appelle Tita. Alors, évidemment, on a dit c'est Titus. Voilà, c'est un peintre qui venait de l'Empire romain. On s'est aperçu depuis que Tita, c'est une terminaison très habituelle dans l'onomastique indienne, Ditta, et que ce personnage n'avait certainement rien à voir avec Titus. Bien. Alors, les documents donc de Croraida montrent en fait assez peu de rapport avec la Chine, bien qu'il y ait la domination théorique depuis Lulan. Alors, effectivement, il y a des rapports avec Lulan a des rapports avec la Chine. Elle reçoit ses garnisons et ses ordres depuis la Chine. On voit à Lulan, des marchands sogdiens qui donc viennent qu'on trouve ici comme fournisseurs de la garnison. Alors parfois, on mentionne la venue de marchands venus de Chine, dont on attend l'expertise parce que c'est eux qui vont indiquer quel est le cours de la soie. Et la soie, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la vraie monnaie de l'Empire chinois. Ces fonctionnaires étaient payés en soie. Mais alors, ce n'est pas parce que ces marchands experts en soie viennent de Chine que c'est forcément des Chinois. Ça pourrait être déjà des Sogdiens. Alors, c'est un peu déroutant de voir si peu de grands commerces dans un endroit qui, géographiquement, est vraiment dans l'articulation de la route de la soie. Comment expliquer cela? Alors, il pourrait y avoir un effet de distorsion des sources, c'est-à-dire que ces documents, ils sont quand même un peu au ras du sol. Encore une fois, c'est des petites gens, des petites transactions, et il se peut que des transactions plus lointaines, des caravanes, échappent à notre regard. Mais quand même, c'est curieux, on a à peu près 1000 documents, et il y en a un seul où on trouve le mot « marchand ». Donc, on peut peut-être
penser, et c'est ce que pense par exemple Valérie Hansen, dont j'ai signalé le livre la dernière fois, qu'on se trouve en fait à ce moment-là, au IIIe, IVe siècle, dans une espèce d'étiage du commerce transcontinental. C'est-à-dire que, en fait, on se trouverait à un moment où les deux grands empires à l'ouest, c'est-à-dire l'Empire couchant et l'Empire parthe, dont la bonne entente avait favorisé le commerce transcontinental, ces deux empires se sont effondrés à peu près au même moment, entre 230 et 240. L'Empire parthe par la prise de pouvoir des Sassanides, l'Empire couchant par désintégration interne et conquête d'une part par les Sassanides, d'autre part par l'Empire indien des Guptas. Donc à cette phase de coopération transcontinentale succède une période où sont plutôt des impérialismes et des guerres qui font rage. Bon. Et en même temps, à partir de 300 à peu près, c'est en Chine que ça ne va pas. La Chine entre dans une phase d'instabilité politique, de prise du pouvoir par des dynasties d'origine nomade, et donc les documents de Kroraina, en fait, auraient été produits au mauvais moment, voilà, quand ça n'allait bien ni à l'est ni à l'ouest. Et en même temps, on est aussi dans une autre phase de transition, c'est que auparavant, on avait surtout la route du sud, donc par l'école du Pamir, Khotan, Miran, etc., et Dunhuang, route qu'on peut dire surtout indo-bactrienne. Les gens qui la fréquentent, je vais être amené à revenir là-dessus, viennent d'Inde et de la Bactriane, dans l'Empire couchant. C'est une route héritière du dynamisme de l'Empire couchant, même si, encore une fois, il est douteux qu'elle ait été politiquement contrôlée par lui. Et cette route, en fait, s'efface à ce moment-là, et ce qui va surgir après, quand le commerce va à nouveau prospérer, c'est la route du Nord. Voilà, la route du Sud tend à être désertée, et après, on a la route du Nord, qui passe, elle, par ces noms qui sont bien connus, Kucha, Turfan, et qui rejoint, en fait, l'ancienne route un peu à l'ouest de Dunhuang. Et cette route du Nord, évidemment, c'est la route des Sogdiens. Voilà, parce que les Sogdiens sont mieux placés pour la contrôler, bien que, on le sait, ils aient été présents tôt sur la route du Sud. Alors, cette population donc, du royaume de Kroraina, elle a un substrat local, elle comporte des immigrés d'Inde qui sont donc à la fois des colons agricoles et des scribes qui amènent donc ces pratiques de chancellerie, mais il y a aussi des Bactriens. Il y a aussi des Bactriens, on le voit par les noms des personnes. Donc je rappelle, la Bactriane, principale assise de l'Empire couchant, ici il y a écrit, oui, Kushan Empire Afghanistan, oui c'est bien ça, c'est une carte que j'emprunte à Valérie Hansen. L'assise, le noyau principal historique de l'Empire couchant, c'est la Bactriane. Évidemment, ce sont eux qu'on voit surtout sur la route du Sud. Alors, ces Bactriens apparaissent, on les devine par des noms de personnes qu'on comprend de mieux en mieux maintenant, qu'on a de plus en plus de documents qui viennent de la Bactriane. Donc on sait reconnaître maintenant des noms de Bactriens qu'on n'était pas capable de reconnaître avant. On va se rendre compte un petit peu après, au moment où on a les premiers documents sogdiens endogènes, auxquels je vais consacrer une large place, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anciennes lettres trouvées près de Dunhuang, on se rend compte que ces Sogdiens de Dunhuang sont alliés par intermariage à des gens de ce royaume. On voit très bien, il y a des familles mixtes, il y a des partenaires commerciaux, et on peut même aller au-delà. On peut penser que ces Indo-Bactriens bien établis dans ce royaume ont été en partie les éducateurs commerciaux des Sogdiens. Pourquoi est-ce qu'on pense ça ?
Parce qu'en sogdien, on a un certain nombre de termes techniques du vocabulaire commercial qui sont d'origine indienne. Alors, non des moindres, on a Sart, qui veut dire la caravane, qui vient du sanskrit sarta. Pour l'anecdote, c'est toujours le nom qui, au XIXe siècle, désignait les populations des bazars d'Asie centrale, dans l'actuel Ouzbékistan. On les appelait les Sartes. C'est ce mot sogdien qui est d'origine en fait indienne et qui veut dire caravane. Le mot qui veut dire lettre est aussi dek, est aussi indien, vient de leka. Le mot qui veut dire pièce de cuivre, pan, indien, pana. Le mot qui veut dire prix, donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi ce vocabulaire, c'est au cœur du vocabulaire commercial. Moudh, mouli. Prasta, c'est une mesure indienne, prasta, 1,5 kg. On va le voir dans certains des documents des anciennes lettres que nous allons examiner ensuite. Alors, bon, il y a moins surprenant des noms de produits qui viennent d'Inde. Donc c'est normal que ici les noms soient indiens. Caprou, le camphre, c'est le même mot. Enfin, c'est camphre le mot français camphre vient de l'indien karpura. Poivre, pipapadi, c'est pareil. C'est de là que vient notre mot poivre. Ça vient du sanskrit de Khotan, pitpali. Et le mot sogdien le plus ancien pour soie n'est pas un mot chinois. Alors en fait, il y a 3 mots sogdiens pour la soie et aucun n'est chinois. Ça paraît quand même curieux. Le plus ancien, c'est un mot indien qui vient de pir, vers à soie. Et alors, à côté de ça, il y a aussi des emprunts dans le vocabulaire sogdien des anciennes lettres. Il y a aussi des noms bactriens. Alors, ils ont pu venir par le royaume de Croraïna, mais bon, les Sogdiens avaient d'autres occasions de côtoyer les Bactriens sur les routes du commerce, ou ne serait-ce qu'à leurs propres frontières, puisque la frontière entre les deux était sur la Moudaria. Alors, on a Kempwene, fait de lin, Kemp, le lin, le vieux mot indo-européen pour lin, qu'on retrouve dans cannabis, Weshwene, qui est à l'origine un mot grec, Weshwene, fait de coton, et surtout, venant de Sart, caravane, mot indien, un mot en fait bactrien, Sartpao, chef caravanier. Alors là, c'est un mot sur lequel j'attire tout de suite votre attention parce qu'il va avoir un destin extraordinaire. Ce mot va en fait finir par désigner en Chine une fonction administrative de haut niveau de chef des communautés marchandes. C'est la seule fonction dans la hiérarchie mandarinale chinoise qui ait été réservée à des étrangers avec un nom étranger. J'en viens maintenant. Alors, je l'ai dit, donc le royaume de Croraïna semble s'effondrer, disparaître au VIe siècle. Alors, est-ce qu'il y a au Ve siècle, en fait, peut-être des facteurs écologiques, le désert qui gagne, peut-être aussi, encore une fois, l'instabilité politique aux deux bouts de la chaîne, mais le voisinage, le vieux compagnonnage des Sogdiens et des Bactriens dans ce royaume, qui, encore une fois, a peut-être servi d'école de commerce aux marchands sogdiens, va continuer parce que dans les 2 siècles suivants, enfin 5e, 6e siècle, on a les inscriptions sogdiennes sur le Haut-Indus, Chatial, Gilgit, etc., qui ont été publiées il y a une 30aine d'années par Sims Williams. Et on voit dans ces inscriptions qu'on a toujours, il y a des noms qu'on retrouvait dans les archives, dans les documents de Croraïna. Donc d'une certaine façon, l'histoire continue. On a là des noms également qu'on va retrouver dans les lettres de Dunhuang, peut-être même des gens des mêmes familles. Il faut voir tout cet espace de Dunhuang et même plus loin à l'est
jusque dans l'ancien royaume de Croraina, jusque sur les cols indiens, comme un espace contrôlé par des réseaux familiaux. Il n'y avait peut-être pas énormément de familles impliquées. On pense un petit peu au destin au XIXe siècle des marchands de Sikarpur, les marchands dans l'actuel Pakistan. En fait, tous les changeurs indiens sur tous les bazars d'Asie venaient pratiquement de Sikarpur. Donc on peut se demander s'il n'y aurait pas un phénomène du même style, des réseaux extrêmement étroits de Sogdiens alliés à des Indiens, alliés à des Bactriens qui auraient tenu toute cette zone. Bon, là, on va maintenant observer tout cela en entendant directement la voix de ces gens-là, voilà, en abordant le dossier tout à fait remarquable et récemment renouvelé de ce qu'on a appelé les anciennes lettres. Pourquoi anciennes lettres? Ce sont des lettres, et c'était jusqu'il y a 10 ans, les plus anciens documents sogdiens connus. Maintenant, on en a un peu avant, c'est les inscriptions de colonisation du Kazakhstan, que j'ai publiées avec Sims Williams. Mais jusqu'il y a 10 ans, c'était les plus anciens documents sogdiens connus. La date a fait l'objet de controverses, mais maintenant elle est bien établie. C'est 313-314 de notre ère. Ces documents ont une histoire archéologique vraiment assez intéressante. Lettres, ce sont des paquets de courriers, des lettres écrites sur papier. C'est une des plus anciennes attestations du papier chinois. Parfois, on a dans des enveloppes en soie ou en lin. Alors voilà une enveloppe en lin, et ici, vous pouvez tous lire Samarcande. Voilà. En fait, non, je crois que je vous montre peut-être pas le bon Samarcande. C'est pas toujours très évident. Non, voilà, Samarcande est là. Samarcande est là. C'est l'adresse. Non. Ces documents ont été trouvés au même endroit, en 1907, par le grand explorateur Orelstein, dans une tour frontalière de l'extrémité occidentale de la Grande Muraille. La tour 13, c'est plus clair sur l'autre carte. Voilà, la tour 12A. Voilà la Grande Muraille. La tour 12A, qui n'était pas en pierre, évidemment, à cette époque, elle était en briques et en pisé, en roseau. Voilà la tour 12A qui est un peu sur le côté un peu en avant d'un fort, la tour 14, qui, dans les documents chinois de cette époque, est appelée la porte de jade. Alors, il y a toujours eu une porte de jade à l'extrémité occidentale de la Grande Muraille, simplement elle s'est déplacée au cours des âges. À cette époque, elle est ici. Et ce qu'on voit très bien, c'est que cet ensemble de deux tours, 12 et 12A, sont sur un endroit stratégique. Vous voyez, ils sont sur une des langues de terre qui dominent des marécages et des lacs, des marais et des marécages, difficilement franchissables. En fait, il n'y a pas vraiment d'alternative à la route qui est dessinée ici en pointillé. Ce qui veut dire que les gens qui sortaient de Chine avaient un premier contrôle ici à la tour de jade et un deuxième contrôle dans cet ensemble de deux tours, si jamais ils avaient essayé de contourner la tour de jade, ici ils étaient coincés, parce qu'on ne pouvait éviter les marais qu'en prenant ce chemin-là, et on était directement sous le regard de la tour. Alors, cette tour, ça ce sont donc les... Je me remets en mémoire. Oui, voilà. Ça, ce sont les croquis d'Hochstein. Enfin, les croquis, non, c'est ce qu'il a publié. Voilà le fort de la tour de Jade. Et voilà le fort de la tour de Jade est ici. Et voilà les deux tours en question. Alors, le croquis d'Hochstein est beaucoup plus ample. Hein. On voit tous les tronçons qui subsistaient à son époque et qui doivent en partie subsister aujourd'hui de l'extrémité ouest de la Grande Muraille. Alors, on est dans le prolongement de l'époque des Han,
on est un siècle après la chute de l'Empire Han, c'est encore le système mis en place par l'Empire Han qui est ici, c'est-à-dire un mur continu. Dans les époques suivantes, il y a la Grande Muraille, il n'y a plus de Grande Muraille qui s'étend jusque-là, il n'y a plus que des tours de guet. À l'époque Tang, il n'y aura plus que des tours de guet. Mais à l'époque Han, c'est un mur continu. Alors, il les a donc trouvés dans cette tour, jetés ensemble sur un tas d'ordures qui avaient été laissées par le détachement de soldats stationnés ici, visiblement d'après la position stratigraphique, c'est à la fin de la période d'occupation. Ce qui colle très bien, les documents sont de 313-314, et on sait qu'en 330, la garnison chinoise de Lulan, la garnison de Lulan qui était en avant, là, 550 km, est abandonnée. Et probablement à peu près tout le dispositif, peut-être jusqu'à Dunhuang. Donc on est tout à fait à la fin du fonctionnement de ces dispositifs douaniers. Alors, il s'agit de 8 lettres sur papier, certaines presque complètes, certaines fragmentaires, et en tout cas certaines encore scellées. Elles avaient été jetées alors qu'elles n'avaient jamais été ouvertes. Et elles ont été jetées ensemble. Alors, comment est-ce que ce paquet de courrier qui n'avait pas dû être confié au hasard, parce qu'on va voir le contenu, les gens qui ont écrit ces lettres avaient vraiment besoin de les écrire, donc ils ont dû les confier évidemment à des compatriotes, pas à n'importe qui. Ils les ont confiés à des Sogdiens. Si ces gens, alors on avait pu penser, ils ont pique-niqué, voilà, la caravane a pique-niqué, elle n'a pas voulu s'encombrer avec ces lettres, elle les a balancées. Très invraisemblable, parce que c'était évidemment des gens de confiance, et d'autre part, ça pesait pas lourd. Ce n'est pas le genre de choses dont on va vouloir se débarrasser pour alléger son chameau. Donc il y a une autre hypothèse, qui est certainement beaucoup plus crédible. Elles ont été confisquées par la douane chinoise. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été confisquées par la douane chinoise? C'est parce qu'à ce moment-là, on va le voir rien qu'en lisant ces lettres, la Chine, la Chine, y compris dans ses capitales, est en plein chaos. Et donc, les douaniers qui recevaient des instructions régulièrement depuis le centre, ont dû avoir pour consigne de ne pas laisser sortir des lettres qui pourraient diffuser des nouvelles alarmantes sur la Chine, pour raison donc de sécurité stratégique. Alors, vous me direz, oui, mais les lettres, elles ont été retrouvées, même pas ouvertes. Donc, les douaniers qui les ont confisquées ne pouvaient pas savoir ce qui était écrit dedans. Ben oui, mais à partir du moment où c'était dans une écriture étrangère, ça suffisait à soulever les soupçons. C'est sans doute ce qui s'est passé. Alors, d'où ces lettres ont-elles... ces lettres ont donc été trouvées à 90 km à l'ouest de Dunhuang. Le lieu de destination, pour une d'entre elles, c'est clair, c'est écrit sur l'enveloppe qu'on vient de voir, c'est Samarcande, donc à 3000 km de là. Pour les autres, on ne sait pas. On fait des hypothèses. On pense qu'en fait, elles étaient pour Lulan, où se trouvait donc encore une importante colonie sogdienne, puisque le royaume de Kroraina a encore à peu près un siècle à vivre. D'où ont-elles été envoyées? Elles n'ont pas été envoyées des grandes capitales de la Chine, Luoyang et Xi'an. Elles ont été envoyées de divers sites dans ce qu'on appelle le corridor du Kansu. C'est aujourd'hui la province chinoise du Kansu. On dit corridor parce qu'il est donc entre les montagnes tibétaines au sud et les déserts de Mongolie, le désert de Gobi au nord. C'est un corridor assez étroit qui reste aujourd'hui un corridor stratégique très important. Alors, on voit que l'une des lettres au moins, enfin deux, mais par la même personne, était envoyée de Dunhuang, c'est écrit dedans, enfin, on voit très bien d'après le contexte. D'autres, une autre probablement, même on le sait, de Wu Wei, ici,
Les autres, bon, c'est pas très clair. Ça peut être, enfin, ces villes sont mentionnées dedans, donc Sichuan et Langzhou. Ça peut être une des deux, voilà. Alors, c'est assez intéressant de voir que ces marchands sont établis à demeure ici, parce que ça va durer longtemps. Marco Polo, ou plus probablement uniquement son père et son oncle, lors du voyage aller, sont restés 1 an dans cette ville de Zhangye, qui n'est pas mentionnée dans les anciennes lettres, mais qui est tout à fait dans ce réseau. Ils sont restés 1 an parce que probablement, moi, enfin, c'est disputé, on dit c'est Marco, moi je pense plutôt que c'est le père et l'oncle. Au moment de leur premier voyage, quand ils sont repartis de la cour de Kubilai Khan, parce qu'ils étaient coincés par des guerres entre entre diverses parties de l'ancien empire mongol qui sévissaient à l'ouest, les routes, ils ne pouvaient plus aller sur les routes, et Marco nous dit lui-même, ils sont restés 1 an pour faire du business. Et le business qu'ils ont fait, on comprend au moins en partie ce que c'était d'acheter du musc. Le musc, existe surtout au Tibet, hein, sur les espèces de petits chevreaux musqués. Et d'ailleurs, Marco nous dit lui-même qu'il a ramené à Venise des échantillons de musc. Donc, on voit, et le musc, on va en entendre parler dans les lettres que nous allons voir maintenant. Donc là, on est vraiment dans la très longue durée du commerce. Hein. On est ici au IVe siècle et Marco au XIIIe siècle raconte la même chose. Alors, le contexte politique général, l'arrière-fond qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on examine ces lettres, c'est un contexte donc d'effondrement politique en Chine du Nord. En Chine du Sud, ça va mieux, c'est plus stable. En Chine du Nord, à partir de 300, les éléments venant de l'ancien empire, donc dit des Xiongnu, dont j'ai été amené à parler à plusieurs reprises, aussi l'an dernier, centrés sur la Mongolie. Xiongnu, on le sait maintenant, c'est le même mot que les Han, c'est les mêmes mots. Ces Xiongnu avaient été plus ou moins domestiqués sous l'empire des Han, certains servant dans les armées, certains établis à demeure là dans la boucle du fleuve jaune. Ces gens-là se rebellent. Alors, il y a une succession de famines, ça ne va plus du tout. Ces gens-là se rebellent et finissent, en fait, comme ils avaient déjà le contrôle des armées, il s'est passé à peu près la même chose que l'Empire romain. Ils n'ont pas eu à envahir, ils étaient déjà là, c'était eux qui étaient les généraux et qui fournissaient une partie des troupes. Donc, en 311, et ça, on va en entendre parler dans une des lettres, ils prennent Luoyang, qui est à ce moment-là la capitale. L'empereur est tué, enfin non, l'empereur est capturé. C'est la capitale, on ne sait plus les Han, c'est la dynastie qui a succédé les Jin occidentaux, mais c'est la continuité. Ils prennent Luoyang en 311, puis Xi'an, ici, à plusieurs reprises, et prise définitivement en 316. Voilà. À partir de là, la Chine du Nord se fragmente politiquement entre diverses dynasties, certaines encore d'origine chinoise, certaines d'origine Xiongnu. Le poste avancé de Lulan est abandonné, comme je l'ai dit, définitivement 30 ans plus tard, vers 330. Le royaume de Croraina s'étiole et disparaît probablement vers 500. Toute cette zone sud va rester désertique pendant longtemps. Elle sera recolonisée. Ça coince. Voilà. Elle sera recolonisée seulement 3 siècles plus tard, au 7e siècle, directement par des gens qui viennent de Samarcande. Et ce ne sera plus le même type de colonisation qu'on avait au IVe siècle. Ce ne sera plus des infiltrations, ce seront des communautés sogdiennes entières qui viendront avec leurs chefs, leurs paysans, fonder des villes et après se négocier avec les autorités chinoises pour avoir le pouvoir local. Ces anciennes lettres ont été donc trouvées en 1907 par Stein, publiées en 1931 pour la première fois en Allemagne.
bon, une édition bon, aujourd'hui inutilisable, c'était vraiment un travail très pionnier, mais enfin ça a permis de comprendre qu'il s'agissait de lettres de marchands, republié plusieurs fois, et actuellement, Nicholas Sims Williams prépare une nouvelle édition à laquelle je collabore pour le commentaire. Donc, ce qui fait que ce que je vais utiliser ici, c'est les nouvelles lectures de Sims Williams, qui sont en grand progrès par rapport à tout ce qui s'est fait auparavant. Alors, il faut savoir que c'est vraiment, même si on lit le sogdien comme le journal, c'est pas pour autant qu'on comprend facilement ce qui est écrit là-dedans. Plusieurs raisons. Ben d'abord, vous voyez, parfois elles sont lacunaires. Voilà, et parfois juste à la ligne qu'on aurait aimé lire. Bon. Ensuite, c'est un niveau de langue très archaïque pour lequel, en fait, il n'y a pas de parallèle. Voilà. Donc, il y a des tas de mots, on appelle ça des apax, c'est des mots qu'on n'a nulle part ailleurs. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, soit d'après l'étymologie, soit d'après le contexte. Et comme, malheureusement, beaucoup de ces apax sont des termes de technique commerciale. Alors, justement, les choses qu'on aimerait comprendre. Bien. Alors, en plus, l'écriture est assez négligée, parce que ces textes n'étaient pas écrits par leurs auteurs, ils étaient dictés à des scribes professionnels qui allaient vite. Et parfois, c'est vraiment très, 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 très gribouillé, très négligé. Alors, en contrepartie, ce qui quand même nous aide un peu, c'est que ce sont des documents qui visaient l'efficacité. Il n'y a pas de bavardage. Voilà. Le scribe coûtait cher, le papier coûtait cher. Alors, ces gens-là, ils allaient à l'économie et ils disaient exactement ce qu'ils voulaient dire. Alors, quand on arrive à se mettre dans la tête de l'auteur de la lettre et à comprendre de quoi il veut parler, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Alors, je vais en examiner 5, aujourd'hui et dans les cours suivants. Les lettres 1 et 3 viennent du même auteur, enfin c'est une femme, et ça permet de saisir le délitement de la structure familiale dans ce contexte difficile. Donc c'est plutôt à caractère privé. Les lettres 5 et 6 sont vraiment des lettres commerciales. Et la lettre 2, de très loin la plus longue et la plus riche en informations, c'est un rapport sur la situation en Chine, et c'est certainement cette lettre-là que les douaniers chinois n'auraient jamais laissé sortir, et en même temps, celui qui l'a écrite, encore une fois un marchand, c'est la seule lettre qui est écrite à Samarcande, il fait son testament dans la lettre. Voilà, donc on commence par la lettre 3. Alors, attendez, voilà. Voilà, la lettre 3, voilà la photo. Alors, je vous dis tout de suite que ici, c'est la lettre de l'épouse, et dans la marge, c'est la fille qui a rajouté quelque chose. L'épouse, elle écrit à son mari, et elle écrit à son mari, et évidemment, c'est pas tendre, vous allez voir, hein, et ce qu'écrit la petite fille non plus. Alors, pour vous donner une idée comment, petit à petit, on déchiffre ces textes, il y a plusieurs étapes. On a d'abord la photo, le facsimilé. Bon, Sims Williams, il a la chance d'être à Londres, et c'est à Londres que c'est conservé depuis Orelstein. Donc lui, il a les originaux. Et parfois, ça l'a amené à faire quand ça avait été mal restauré, à faire des propositions de déplacement de lignes, etc. Alors, après, on translittère. Voilà, lettre à lettre. Alors, évidemment, ça paraît très décourageant de voir ça. Bon. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est translittéré en minuscules, c'est les mots proprement sogdiens, donc les mots iraniens. Mais vous avez ici des mots translittérés en majuscules. Alors, c'est des mots qui se prononçaient en sogdien, mais qui n'étaient pas écrits en sogdien, qui étaient écrits en araméen. Bon, c'est un processus bien connu, ce qu'on appelle les idéogrammes. C'est qu'au départ,
Au départ, la langue de chancellerie, c'était la langue de l'Empire achéménide, c'était l'araméen. Tout était en araméen. Et puis, petit à petit, quand l'araméen a cessé d'être parlé, on a mis de plus en plus de mots locaux, mais les mots les plus fréquents, les scribes les ont gardés en araméen. Voilà. On soupçonne aussi, c'est surtout pour l'Iran sassanide, où il y a le même système, que les scribes n'étaient pas très pressés de mettre au point une écriture plus facile à apprendre et à lire, parce qu'ils tenaient beaucoup à leur niche professionnelle. Voilà. D'ailleurs, quand les Sogdiens avaient besoin d'être compris, c'est-à-dire les missionnaires chrétiens ou manichéens, ils employaient une écriture beaucoup plus phonétique, beaucoup plus simple. Alors, voilà, ça c'est la translittération. Puis alors après, théoriquement, on devrait transcrire, c'est-à-dire mettre tout ça à peu près comme ça se prononçait, étape qui précède la traduction. Bien. Problème, c'est que pour le sogdien, pour le pélévi, la langue de l'Empire sassanide, on a un système standard de transcription qui est tout à fait admis, que tout le monde utilise. Pour le sogdien, chacun bricole, comme il y a évidemment moins de textes et surtout moins de lecteurs potentiels, les lecteurs potentiels du sogdien, sur Terre aujourd'hui, s'il y en a 30, c'est déjà beaucoup. Bon. Comme il y a moins de besoin de se fatiguer à mettre au point un système de transcription admis par tout le monde. Moi, je suis pour qu'on mette au point un système comme ça. Mais mon ami Sims Williams, il est contre. Il dit c'est une perte de temps pour tout le monde, les gens n'ont qu'à s'y mettre. Bon. Alors, moi, quand même, quand je publie un texte sogdien, ce que j'ai fait il y a quelques années avec Samra Zarnouch pour un texte magique, on a mis la prononciation parce que, quand même, je dirais, c'est plus courtois pour le lecteur. Voilà. Et en plus, ce n'est pas sans intérêt, parce que moi, je vais vous lire ce texte, parce qu'on sait quand même à peu près comment ça se prononçait, bien qu'encore une fois, il n'y a pas accord complet, et puis on sait aussi comment le sogdien s'accentuait. Donc, je vais vous le lire, et vous allez voir, ça coule tout seul. Alors, Et varu chutau, varane pishna naizat, afriu, namaschu, spadzanuk, mas chanotishan. Varan virt, et shirmeth ketit wenedruk, shatuchu, apurafu, dan wispanaz martachme. Et chutau, kat shud rudatu padrosham, et yugriv nosh menam. Et nejin shajwan, randak neshir ashvare, et yugriv amurtach menam. Vous voyez, tous ceux d'entre vous qui ont une connaissance même vague du persan reconnaissent des mots. Et le mouvement de la langue est assez... ça fait iranien. En fait, là, ce serait encore plus familier pour des gens qui connaissent le pachtou, qui est aujourd'hui la plus vivante de toutes les langues iraniennes du rameau oriental. Ça sonne quand même un peu comme ça. Voilà. Alors, je vous lis ces premières lignes. Au noble seigneur Nanaïdat, mon époux, bénédiction et hommage à genoux tels qu'on en offre aux dieux. C'est un beau jour pour qui te voit en bonne santé, heureux, sans maladie, dans la compagnie de tous les hommes. Ça, toutes les lettres commencent comme ça. Mais après, c'est elle qui parle. Et Seigneur, quand j'entends dire que tu es en bonne santé, je me considère moi-même immortel. Bon, très bien. Mais moi, je vis sans vivre, malheureuse, pas bien, misérablement, et je me considère moi-même comme morte. Bien des fois, je t'ai envoyé des lettres, mais de toi, je n'en ai pas reçu une seule, et j'ai perdu tout espoir en toi. Tel est mon malheur. Je demeure à Dunhuang depuis 3 ans pour votre honneur. C'est son mari, donc. 1 fois, 2 fois, jusqu'à 5 fois, il y a eu une occasion d'en partir. Mais votre honneur a refusé de me faire sortir. J'ai demandé au chef, au pluriel, de remettre à Farnkhund un subside à mon intention pour qu'il puisse me conduire à mon mari et que je ne reste plus coincé à Dunhuang. Mais Farnkhund a dit
Je ne suis pas le serviteur de Nanaïdat, ni ne détiens son capital. J'ai alors demandé ceci. S'il refuse de me conduire à mon mari, alors ce subside, lacune, doit être remis à mon intention pour qu'il puisse me conduire à ma mère. Ah oui, il retourne chez sa mère. Les chefs ont dit, ici, à Dunhuang, il n'y a pas de parent plus proche qu'Artavan. Mais Artavan a dit, je n'ai ni instruction ni tutelle. Donc, clairement, voilà, elle ne peut obéir qu'à un homme. Voilà. Alors, si le mari n'est pas là, il faut trouver, c'est un parent qu'on va trouver. Puis, si, alors, tel est mon malheur, devenir la servante des Chinois. Il faut qu'elle trouve un job. Et le seul qu'elle puisse trouver, c'est de venir se mettre au service des Chinois. Tu devrais finalement m'envoyer tes ordres sur tout, m'indiquer si je dois continuer à être tienne, pour que je sache que je dois demeurer ici. Et si je ne dois pas continuer à être tienne, qu'alors tu me l'écrives pour que je sache que je dois me mettre au service des Chinois. En fait, elle demande le divorce. Soit elle demande la reprise de la vie commune, soit le divorce. Je n'avais pas pour ma maison paternelle une telle obéissance qu'envers toi. Obéissant respectueusement à ton ordre, je suis venu à Dunhuang sans suivre les ordres de ma mère et de mes frères. Sûrement, les dieux étaient fâchés contre moi le jour où j'ai suivi ton ordre. J'aimerais mieux être la femme d'un chien ou d'un porc que la tienne. Envoyée par ta servante Meunai, cette lettre a été écrite le 3e mois, le 10e jour. Et alors, donc, dans la marge, il y a le petit mot ajouté par sa fille. De sa fille Shai, de noble seigneur Nanaïdat, bénédiction et hommage. C'est un beau jour pour qui te voit en bonne santé, en paix, heureux. Je suis devenu... Je garde un troupeau d'animaux domestiques. Donc voilà, elles ont dû devenir domestiques chez les Chinois. À la différence de toi, partir, et je sais que tu ne manques pas de 20 statères à envoyer. Statères, on va en parler, enfin, c'est les monnaies d'argent. Donc en fait, ce que demandent ces femmes, c'est soit la reprise de la vie commune, le mari qui reprend ses responsabilités, soit le divorce de la femme, soit une aide financière qui l'enverrait. Il faut considérer les choses dans leur ensemble. Phan s'est enfui, lui dont on parlait dans la lettre précédente, qui ne voulait pas aider. Les Chinois le cherchent mais ne le trouvent pas. À cause des dettes de Phan, nous sommes devenus les servantes des Chinois, ma mère et moi. Alors on comprend la situation. Phan n'est pas au service du mari, parce qu'il dit lui-même, je ne suis pas son serviteur, je ne détiens pas son capital, je ne suis pas son chargé d'affaires, mais il doit être son associé commercial. Et comme il a eu des problèmes financiers, les Chinois se payent sur la bête. Bon, ils essayent d'attraper Phan qui a disparu, et comme Phan était l'associé en affaires du mari de cette pauvre femme, je pense qu'elle se trouve en fait sommée de payer une amende ou peut-être prise en contrainte par corps pour payer l'amende. Et du coup, ou peut-être les biens sont confisqués. Et du coup, elle est obligée de travailler chez les Chinois. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle demande le divorce, comme alternative à la reprise de la vie commune. Parce que tant qu'elle reste mariée à son mari disparu, elle est susceptible, elle est impliquée dans ses problèmes financiers. Et voilà, et il faut qu'elle se dégage. Alors, quelques autres commentaires. D'où est-ce qu'elle écrit, où est-ce qu'elle se trouve? Donc c'est Dunhuang, qui est écrit en sogdien Thruwan. Alors là, quand on a déchiffré ça, c'était la révélation, parce qu'on a compris, voilà, il se trouve que Ptolémée, le géographe Ptolémée, mentionne comme étape importante dans le commerce vers la Chine Troana, le même mot. Et donc, il avait des informations qui venaient de là, en l'occurrence par des marchands chinois. Bon, clairement,
son mari lui a demandé de rester à Dunhuang pendant qu'il partait quelque part, depuis 3 ans. On ne sait pas où. Je pense qu'il est parti vers l'ouest. Il lui a demandé de rester à Dunhuang pour gérer ses affaires. Et comme les affaires, il doit y avoir une histoire avec l'associé indélicat, les affaires vont pas bien et la pauvre femme se retrouve avec ça sur le dos. Alors, elle demande une aide, voilà. Comme elle obtient rien du mari à qui elle a écrit quantité de fois, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Se tourner vers les structures communautaires, en principe, qui sont solidaires. Mais tout le monde se défile. Donc là, les chefs au pluriel, elle leur demande en fait un prêt, qui serait sans doute à rembourser par le mari, pour qu'elle puisse aller rejoindre son mari. Et qu'elle ne reste plus coincée à tout le monde. Mais voilà, Farnhrund, celui dont on espérait l'aide, et qui en fait se révèle être couvert de dettes et avec des ennuis avec les Chinois, dit il n'est pas le serviteur de Nanaedat ni ne détient son capital. Machk. Ah voilà, on était content de trouver ce mot-là. Capital en sogdien, le mot vraiment qu'on cherchait. Machk, il n'y a pas de problème en fait pour ce mot parce que étymologiquement ça veut dire substance, subsistance. Il existe aussi en Pélévi, Madag, le capital. Donc c'est vraiment le capital. Alors, ligne 14, il y a d'autres termes légaux. Oui, alors après, donc, on s'adresse, après avoir essayé de faire agir l'associé commercial, les chefs vont essayer de trouver un parent mâle du mari, puisque la femme n'a pas d'autonomie, juridique. Donc il faut trouver un homme. Alors, il y a un parent qui s'appelle Artaban. C'est le même mot qu'on a chez les Parthes, Artaban. C'est le même nom. Mais Artaban dit qu'il n'a pas d'instruction, Abshtawan, ni de tutelle, Zéné. Zéné veut dire en principe dépôt, trust, dépôt en confiance, mais c'est à la fois trust au sens de dépôt financier à gérer, mais aussi c'est trust sur une personne. Bon, là, en clair, ici, c'est la tutelle, la protection légale. Donc voilà, elle se retrouve donc à devoir travailler pour les Chinois. Sa fille, en tout cas, se retrouve gardienne d'oie. Bon. Alors, le nom... oui, elle s'appelle Meunai, un nom pas complètement élucidé, mais dedans, il y a Meu, qui veut dire le tigre en sogdien. Tigresse, ça lui va très bien. Voilà, alors la fille, donc, précise en quoi consiste la servitude dans laquelle elles sont tombées. Elle essaie de demander une aide financière. Et là apparaît un nouveau mot technique sogdien, por, qui veut dire à la fois prêt et dette. On va retrouver le sens de prêt tout à l'heure. Ça vient d'un ancien mot avestique, enfin ancien iranien, para, qui veut dire la faute. Donc on est passé du champ sémantique faute au sens de dette. C'est attesté dans d'autres langues. Qu'est-ce que c'est que le statère? Alors, c'est une unité de poids et monétaire grecque. C'est ce qu'on appelle, c'est le tétradrachme. Bon. Alors, comme unité de poids, ça devait faire, le statère sogdien faisait 18 grammes. Voilà, ça faisait un peu plus qu'en Iran. Donc, alors soit c'est compté au poids, soit c'est compté comme simplement unité monétaire, parce que c'était aussi monnayé en Asie centrale, pas à Samarcande, mais en fait à Boukhara, c'était des statères plus petits qui faisaient 12 grammes. Alors voilà, donc on voit à peu près à quoi ça correspond, on est entre 12 et 18 grammes. Je reviendrai après sur ces termes techniques. Que dire d'autre? Alors, oui. Donc, maintenant, on a la lettre de la même femme, Meunai, à sa mère. De sa fille... Alors, donc encore, je rappelle, elle écrit de Dunhuang et elle écrit probablement... Sa mère est probablement à Lulan,
Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Tchatis, la mer. Ce n'est pas un nom sogdien, c'est un nom indien à suffixe bactrien qu'on connaît dans la population de l'Ulan. Donc c'est l'illustration de ces mariages mixtes dont je vous avais parlé. C'est sans doute donc de là que la pauvre Meinai vient. Alors de sa fille, la femme libre Meinai, femme libre, ça veut dire qu'elle n'est pas esclave, bon, à sa chère mère Tchatis, bénédiction et hommage. Je suis très anxieuse de te voir, mais je n'ai pas de chance. Je me suis adressée au conseiller Sararak, mais il m'a dit, alors conseiller, voilà, c'est encore un nom technique intéressant. Van Keram, on ne sait pas très bien d'où vient le nom, mais dans des textes chinois, des textes qui traduisent des textes chinois, des textes bouddhiques sogdiens qui traduisent des textes chinois, ça veut dire conseiller. Donc ça montre qu'il y a des structures communautaires dans cette communauté sogdienne de Dunhuang. Il y a donc des chefs, Epsar, et là on voit apparaître un conseiller. Il va y avoir une espèce de conseil de gestion de la communauté. Alors voilà, Sararak a dit, il n'y a pas ici de plus proche parent de Nanaïvat qu'Artevan. Même discours que dans la lettre précédente. Alors je me suis adressé à Artevan, mais il m'a dit, Farnhun est, je ne veux pas agir en hâte, je refuse d'eux. Bon, en fait, tout le monde se repasse la patate chaude. Farnhun m'a dit, si le parent de ton mari ne veut pas actuellement que tu retournes chez ta mère, comment pourrais-je t'y conduire? Attends jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être Nanaïvat viendra. Alors là, la dame reprend la parole pour parler à sa mère. Je vis misérablement, sans habit, sans argent. Je demande un prêt, alors ici c'est le sens de prêt, mais personne ne veut m'en consentir. Alors je dépends de la charité du prêtre, Varnpat. Il m'a dit, si tu pars, je te donnerai un chameau, et il faudra qu'un homme aille avec toi. Ben oui. Et quand tu seras en chemin, je verrai à ce que tout se passe bien. S'il te plaît, fais en sorte de m'envoyer une lettre. Donc, le sens est clair. Comme le mari est déficient, comme les structures familiales et communautaires locales ne fonctionnent plus, il n'y a plus qu'un recours, c'est le prêtre. Alors, ce qui est intéressant, on voit que le prêtre a un rôle charitable et ça correspond très exactement à ce qu'était dans l'Iran sassanide et ce que sont restés dans les communautés zoroastriennes modernes, l'une des fonctions du prêtre. Le prêtre a une fonction charitable. Et s'il n'y a plus que lui qui veut bien aider cette pauvre femme, en lui prêtant un chameau, à condition qu'elle parte sous escorte, évidemment, on ne va pas la laisser voyager toute seule, donc pour que le prêtre la laisse aller avec un homme sur un chameau, il faut qu'il y ait une invitation de la mère. Il ne va pas la laisser partir comme ça de sa propre initiative. C'est pour cela qu'elle demande à sa mère une lettre. Alors, le prêtre, Varnpat, c'est mot intéressant aussi. Ça veut dire étymologiquement le chef, Varn, c'est Bagana, la maison des dieux. Donc, ce n'est pas les mots qu'on emploie chez les Zoroastriens d'Iran, où on a Maobed, mage, Maobed, etc. C'est un mot plus archaïque. On a pu supposer que peut-être, c'est en rapport avec les formes particulières du zoroastrisme en Asie centrale, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des temples du feu, ou du moins ils apparaissent plus tard, on a plutôt des sanctuaires à statue divine. Et donc, voilà, ce serait ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce prêtre n'est pas nommé. Ça veut dire probablement qu'il n'y en a qu'un. La communauté sogdienne de Dunhuang, qui devait quand même être assez nombreuse, c'est quand même vraiment l'un des centres les plus importants, semble-t-il, a un temple et un prêtre. Ou c'est peut-être le prêtre en chef. Voilà. Alors, comme vous pouvez constater, ce sont des textes comme on aimerait en avoir beaucoup plus, parce que c'est la saveur de la vie, évidemment. Aujourd'hui, ce sont les Sogdiens qui parlent. Et puis, les Sogdiens des gens ordinaires, qui ont des problèmes de gens ordinaires. Ça, c'est extrêmement rare qu'on ait ça dans les textes. Alors, on l'a, mais dans d'autres contextes, par exemple,
en Égypte, avec les papyri retrouvés dans les sables, effectivement, on a ce type de lettres privées, envoyées, on a des documents en copte, en grec, en égyptien démotique, mais là, il a fallu aller jusqu'à Dunhuang pour trouver ça. Bon, pourquoi est-ce que ça s'est conservé particulièrement en Égypte et à Dunhuang? C'est parce qu'il y a le sable. Et donc ce type de document, par définition complètement périssable ou recyclable ou qui partait aux ordures, ne pouvait se conserver que dans des conditions de sécheresse absolue. C'est ce qui s'est passé. Alors, on a encore 4 lettres à examiner qui traitent de sujets un peu différents. Donc ce sera la prochaine fois. Je vous remercie.